et bonjour Frédéric Pechnard. Bonjour. Merci de votre présence et votre grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes l'ancien patron de la police nationale, aujourd'hui vice-président LR de la région Île-de-France en charge de la sécurité. Évidemment, nous allons beaucoup parler des questions de sécurité. Mais tout d'abord, une question, monsieur Pechnard, sur les suites des recherches dans l'affaire du petit Émile. Après la découverte d'ossements, beaucoup de moyens humains et scientifiques ont été déployés, une centaine de gendarmes, aussi des chiens renifleurs, des drones. On a beaucoup parlé de tournants, mais malheureusement pas de dénouement, et beaucoup s'interrogent sur cette enquête. Cela fait 9 mois qu'avait disparu Émile. Comment vous expliquez ce temps long aujourd'hui? Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que c'est une affaire qui est particulièrement horrible, puisque c'est un petit garçon qui a disparu et qui finalement, comme on pouvait le craindre, est mort. Et chacun, chaque père, chaque mère, chaque grand-père, chaque grand-mère peut se sentir directement concerné. C'est une des raisons pour lesquelles cette affaire est emblématique, c'est qu'elle touche un enfant, et un enfant, ça ne devrait pas mourir. Et effectivement, vous avez raison, la deuxième question qu'on se pose, c'est, il y a des moyens qui semble-t-il très importants côté mise en œuvre, et finalement, 9 mois après le début de l'enquête, on n'en sait pas plus, ou pas beaucoup plus qu'au premier jour. C'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas si c'est un meurtre, si c'est un homicide involontaire, ou si c'est un accident. Et c'est assez préoccupant que l'enquête n'arrive pas à établir un certain nombre de choses. Et c'est ce mystère qui finalement inquiète un petit peu les gens. Vous avez parlé d'une affaire emblématique, elle marquera sans doute les esprits. C'est aussi, Frédéric Pechnard, un village, un hameau, jusqu'à la fin de la semaine, qui est coupé du reste du pays, presque du monde. Est-ce qu'un tel dispositif, vous qui avez été patron de la police nationale, c'est nécessaire aujourd'hui pour sécuriser et surtout pour la sérénité de l'enquête? Alors c'est probablement trop tard. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que la grande difficulté de cette enquête, c'est qu'il n'y avait pas de scène de crime. J'ai eu l'honneur de diriger la brigade criminelle de Paris, et la première chose qu'on fait sur un homicide, c'est aller sur une scène de crime qui vous donne énormément d'informations. Il y a une autopsie qui est possible, il y a des témoins éventuellement qui sont autour, et puis même sur la scène de crime proprement dit, on peut trouver de l'ADN, des empreintes digitales, etc., etc. Là, par définition, il n'y avait pas de scène de crime puisque la personne a disparu. Bon, peut-être qu'on a quelque chose qui ressemble à une scène de crime aujourd'hui, peut-être pas, on ne sait pas exactement, il y a un grand flou sur cette enquête aujourd'hui, mais bien sûr, les enquêteurs ont intérêt à essayer de ratisser encore plus la zone où étaient trouvés les ossements. Dans l'actualité sécuritaire, Frédéric Pechnard, il y a ce sondage ce matin, Odoxa pour Le Figaro, indiquant que les Français, d'ailleurs confirmant que les Français sont de plus en plus effrayés par l'insécurité en augmentation. Pour 9 Français sur 10, l'insécurité progresse. Ils la redoutent, ils redoutent même le chaos. Le mot a été utilisé. 30% affirment se charger eux-mêmes de leur sécurité. Est-ce que de tels chiffres, j'imagine qu'ils ne vous surprennent pas? Ils ne me surprennent pas parce que ça correspond à une réalité. Cette réalité, elle n'est pas fantasmée. Moi, je suis régulièrement toutes les publications du ministère de l'Intérieur, et notamment vous avez un service qui est le service statistique du ministère de l'Intérieur, qui publie, chacun d'entre nous peut aller sur Internet, vous tapez Interstat ministère de l'Intérieur et vous avez accès à l'ensemble des données du ministère de l'Intérieur. Et on voit que, alors, il faut comparer ce qui est comparable, hein, il faut toujours comparer une année complète par rapport à l'année d'avant, c'est ce qu'on appelle les 12 mois glissants. Donc quand vous prenez l'année 2023, qui a fait l'objet enfin, on a à peu près tout ce qu'il faut sur l'année 2023 par rapport à 2022, vous apercevez une augmentation de toutes les violences. Voilà, une augmentation des homicides et des tentatives d'homicide, une augmentation des causes et blessures volontaires, une augmentation des violences sexuelles, il y a même d'ailleurs une augmentation des cambriolages. Et que vous preniez sur le temps long, c'est-à-dire depuis 5 ou 6 ans, eh bien vous avez aussi cette même augmentation. Le plus inquiétant étant bien sûr l'augmentation des homicides et des tentatives, parce que dans ce domaine, vous n'avez pas de chiffre noir, et c'est une augmentation qui est réelle. Donc on est dans un pays où il y a incontestablement une augmentation de la délinquance, et c'est d'ailleurs pour ça que les Français le ressentent, et le ressentent depuis plusieurs années. C'est pas un sentiment, c'est une réalité. Vous avez commencé à dire, parce que parfois, et souvent d'ailleurs, certains responsables, en particulier au pouvoir, parlent de sentiment d'insécurité. Vous dites ça suffit, il ne faut plus en parler de ce sentiment. Il faut parler du sentiment d'insécurité, parce que il y a des gens qui ont ce sentiment d'insécurité, je pense notamment à des gens qui prennent le métro le soir, ou on s'intéresse évidemment beaucoup à la région, à tout ce qui est en transport en commun. Il faut prendre en compte ce sentiment d'insécurité. Mais là, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité, et réalité qui est donnée par les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. Donc, je crois que personne, en tout cas, personne au gouvernement ne peut nier ces chiffres. Mais alors comment, parce que là, le gouvernement, quand il est interrogé, en particulier le ministre de l'Intérieur, dit mais regardez, il y a de plus en plus de bleus, de policiers, le chiffre est en augmentation. Alors comment expliquer que l'insécurité également?
D'abord, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que vous avez effectivement des policiers qui sont recrutés. D'ailleurs, c'est l'essentiel de la politique sécuritaire du gouvernement, c'est de dire, quand j'entends des responsables politiques parler ou les porte-paroles parler, c'est on a recruté dans les 5 dernières années 10 000 policiers. Bien. Il faut savoir 2 choses. La première, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de démissions dans la police nationale et dans la gendarmerie nationale. Et ces démissions sont en augmentation de manière très importante depuis 3 ou 4 ans. Parce que le métier de policier ou de gendarme est un métier qui est de plus en plus difficile, ils se sentent de moins en moins soutenus. C'est une des raisons pour lesquelles il faut soutenir la police. Il faut soutenir la police parce qu'il faut que les policiers restent policiers, puisque entre nous et les voyous, bien sûr. Donc toujours, vous adressez votre message à qui? Aux Français d'une façon générale, puis aux hommes politiques. Globalement, soutiennent la police, c'est pas le cas de tous. La France insoumise est quand même toujours extrêmement dure et agressive et violente vis-à-vis de la police. Donc il faut soutenir la police pour que les policiers restent policiers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le nombre de policiers augmente, mais on les met pas là où il faudrait. C'est-à-dire que vous avez, pour faire ça, vous avez 2 types de police. Vous avez une police d'ordre et une police de sécurité. La police d'ordre, c'est celle qui s'occupe, qui est absolument nécessaire, bien sûr, qui s'occupe de maintien de l'ordre. Ce sont les compagnies républicaines de sécurité, les compagnies d'intervention, et pour la gendarmerie, les escadrons de gendarmerie mobile. Ces policiers augmentent. Parce que vous avez des troubles sociaux, parce que vous avez des manifestations. Émeutes, oui. Par contre, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes dans un rapport sur la police de sécurité, c'est-à-dire la sécurité publique, ceux qui font la police au quotidien, les célèbres brigades anti-criminalité, le petit judiciaire, la police d'investigation. Eh bien, en 10 ans, cette direction a diminué de 10%. Donc vous avez peut-être plus de policiers, mais moins de policiers dans la police de sécurité. La police de sécurité, c'est celle qui fait le travail de base. La police est là pour arrêter les voleurs. Si on vous écoute, cette réalité tendrait à démontrer que le gouvernement craint davantage ce qui peut se passer dans la rue en termes de troubles sociaux qu'en termes d'augmentation de violence au quotidien. Eh bien, c'est effectivement ce qu'on peut ressentir. C'est d'ailleurs pas quelque chose qui est nouveau, faut être tout à fait honnête. Mais c'est vrai que je ne me souviens pas d'un préfet de police qui a été limogé parce que ses chiffres de délinquance étaient mauvais. Par contre, des préfets de police qui ont été limogés parce que les maintiens de l'ordre n'étaient pas faits correctement, il y en a eu beaucoup. Donc la pression qui est faite, notamment sur les préfets ou sur les directeurs de police, c'est plutôt des résultats en termes de maintien de l'ordre que des résultats en termes de sécurité. Et je pense que c'est ça qu'il faut changer. La crainte de l'insécurité, Frédéric Pechner, c'est aussi la crainte des attentats. C'est dans ce contexte que doivent se tenir les Jeux Olympiques et Paralympiques en juillet et août prochain chez nous. La cérémonie d'ouverture inquiète particulièrement les services de renseignement. On voit que la jauge des spectateurs d'ailleurs diminue de mois en mois. Est-ce que vous vous dites, la menace est réelle, il faut minimiser les risques et peut-être pas avoir cette cérémonie grandeur nature à l'extérieur, ou alors il faut assumer, c'est la France, malgré le risque, on peut tenir une telle cérémonie? Je pense qu'il faut prendre d'abord en compte le risque terroriste. Ce risque terroriste, il existe depuis très longtemps. Moi, je situe le début du risque terroriste islamique moderne. Remontons pas aux frères musulmans à 1979. 1979, c'est la création de la République fédérale islamiste d'Iran, c'est la prise d'otages à la Mecque, mais c'est surtout l'entrée des troupes de l'URSS en Afghanistan. Et c'est la guerre entre l'Afghanistan et l'URSS qui a créé Al-Qaïda et donc qui a développé le concept de djihad moderne, dirons-nous. Bien. On s'aperçoit aussi qu'à chaque fois qu'il y a eu des tensions dans le monde, ou des guerres dans le monde, au Proche-Orient, au Maghreb, au Moyen-Orient... La chute de l'Irak, on a eu des répercussions très importantes sur le territoire national. Donc le risque, il est toujours important, et la notion de résilience est importante, mais il est maximum quand il y a des tensions. On l'a vu, tension avec l'Iran, le Hezbollah nous frappe en 86, tension à cause de la guerre algérienne, la guerre civile algérienne, le groupe islamiste armé algérien nous frappe en 94, 95, 96, guerre dans la sphère irako-syrienne, Daesh nous frappe en 2015 et 2016. Donc avant le 7 octobre, avant l'agression du Hamas, on avait un risque terroriste qui était existant mais modéré. Depuis cette agression du Hamas et la guerre qui s'en suivit et qui existe toujours à Gaza, eh bien le risque terroriste a augmenté. Si on met également en perspective le positionnement du gouvernement français et de la France dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, eh bien on voit que le risque général terroriste, parce que ce ne serait pas la première fois qu'un gouvernement manipule des extrémistes, eh bien il est à un niveau qui est très élevé. Voilà. Donc le risque est un niveau très élevé. Vous, aux responsabilités, est-ce que vous avez, là vous nous parlez d'un faisceau quand même de réalités qui sont inquiétantes, est-ce que vous avez connu un moment aussi où le risque est aussi important, voire paroxystique? Non.
Pas quand j'étais directeur général de la police nationale. C'est pas rassurant, Monsieur Pechner. Alors maintenant, sur la cérémonie d'ouverture, c'est une cérémonie en milieu ouvert. Chacun comprend qu'il est beaucoup plus difficile de sécuriser un milieu ouvert qu'un milieu fermé. Là, il faut sécuriser 12 km de bord de Seine, c'est pratiquement la moitié de Paris en ouverture. Évidemment, c'est beaucoup plus simple de sécuriser un stade. Donc, moi, je crois utile d'avoir un plan B qui, aujourd'hui, d'après ce que je crois comprendre, n'existe pas. Et puis après, ça sera au gouvernement de décider, certainement pas à moi, de décider si le risque, il est trop important pour être pris ou si le risque peut être pris. Voilà. Mais c'est vrai que cette cérémonie a été envisagée à une période où le risque terroriste était moindre. Et finalement, on voit bien aussi que cette cérémonie a été envisagée sans tenir compte de la sécurité. Or, à chaque fois qu'il y a un grand événement, si la sécurité est associée dès le départ, ça se passe toujours mieux que quand elle n'est pas associée du tout ou est associée trop tardivement. Alors, c'est vrai que les forces de l'ordre, et notamment le préfet de police et le ministre de l'Intérieur, se donnent énormément de mal. Il va y avoir des milliers de policiers qui vont être déployés avec d'énormes moyens, mais on comprend que sécuriser la moitié de Paris, des centaines d'immeubles, des milliers d'appartements, gérer 400 ou 500 000 personnes qui vont arriver, c'est plus compliqué que de gérer un stade fermé. Et le plan B semble nécessaire, en tous les cas, à vous écouter. Frédéric Pechner, on a appris qu'un attentat visait Notre-Dame de Paris. Il a été déjoué de justesse par la DGSI. Un Égyptien a été interpellé. Alors, on peut se dire formidable, il faut saluer le travail de nos services de renseignement, mais on peut se dire aussi, mais que fait cet individu sur notre sol? Et interroger dans ce cas-là aussi les flux migratoires. Est-ce que, eu égard à ce sujet sur l'immigration, on est suffisamment protégé par rapport à cette menace terroriste, selon vous? Alors d'abord, ce qui est très important de ce que vous venez de dire, c'est le travail de renseignement. La DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, est le service de renseignement du ministère intérieur et les têtes de file dans la lutte antiterroriste. Et c'est vrai que d'ailleurs, la cérémonie d'ouverture, les Jeux Olympiques, proprement dit, ne seront vraiment sécurisés. C'est pas tellement le nombre de CRS ou de gendarmes mobiles qu'on va mettre, même si c'est important, mais c'est le travail qui est fait aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, finalement, les Français, ils demandent quoi au service de police? C'est pas d'intervenir ou de réagir après l'attentat, c'est si possible d'intervenir avant. Voilà. Et alors là, pour le coup, quand j'étais directeur général de la police, à l'époque, le service de renseignement s'appelait la Direction Centrale du Renseignement Intérieur. Enfin, ça revient un petit peu au même si c'est un petit peu grossi et c'est tant mieux. Mais c'est un service qui est efficace, qui donne d'excellents résultats et qui permet de déjouer un certain nombre d'actes terroristes, qui est d'autant plus important que on a une législation qui nous permet d'intervenir avant, notamment grâce à cette incrimination que certains pays nous envient, qui est l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Concrètement, on n'est pas obligé d'attendre que l'attentat ait eu lieu pour arrêter les gens. Et la réussite d'un événement comme les Jeux Olympiques, sécuritaire, la réussite sécuritaire, j'entends naturellement, on parle de ça aujourd'hui, qui est presque l'élément le plus important aujourd'hui. Eh bien, elle sera due à nos services de renseignement. Alors, sur l'immigration difficilement contrôlable, là aussi, c'est une évidence. On a deux types de terroristes. On a des terroristes endogènes, c'est-à-dire qui sont déjà sur place, des Français, ou des étrangers qui sont en France de façon régulière ou irrégulière d'ailleurs, mais qui sont déjà en France. Ceux-là commettent généralement ce que je pourrais appeler des attentats low cost, ils sont tout seuls. Et puis, il y a les terroristes exogènes, c'est ceux qui viennent de l'étranger et qui viennent et qui commettent généralement des attentats beaucoup plus importants. C'est le cas naturellement des attentats qu'on a connus en 2015 et 2016. Et là, incontestablement, bien les contrôles aux frontières devraient être améliorés. Devraient? Oui. Donc ils ne le sont pas suffisamment. Non. Frédéric Pechner, il y a aussi l'actualité autour des opérations dites place nette qui sont menées et continuent à l'être. À l'instant, Gérald Darmanin vient d'annoncer 3 opérations place nette pour 3 différentes villes qui sont celles, je me renseigne en même temps, qui sont celles de... Alors, 3 nouvelles opérations antidrogue place nette XXL, Strasbourg, Nantes et Toulouse. Face à l'ampleur du trafic de drogue et eu égard à ce qu'ont dit certains magistrats marseillais lors d'une commission d'enquête et même le ministre de l'économie Bruno Le Maire, il a dit que les trafiquants ont aujourd'hui, Monsieur Pechner, plus de moyens que certains États. Alors, est-ce que ces opérations place nette sont à la hauteur du défi, selon vous? En tout cas, ce qui est important, c'est de pouvoir dire que c'est le problème numéro 1 en termes d'insécurité. Et c'est important de durer... Numéro 1, dites-vous? Numéro 1. La lutte contre les trafics de drogue. Oui. Pourquoi? Parce que cette lutte contre les trafics de drogue, elle génère ce qu'on appelle des narcotrafiquants,
C'est-à-dire c'est de la criminalité organisée. Il ne faut pas s'y tromper. Hein. Vous avez dans les cités tout un tas de soldats de la guerre des stupes. Vous avez des guetteurs, vous avez des dealers, vous avez des gens qui font de la protection. Mais globalement, ce qui est important, c'est le top, la tête, le haut du panier. Et là, vous avez des équipes qui sont richissimes, qui ont donc des moyens qui sont extrêmement importants. On l'a vu dans certains États, on l'a vu quasiment des mafias. Hein. On l'a vu en Italie avec la mafia, on le voit quotidiennement. En France, désormais. On le voit un peu en France, mais on n'y est pas encore arrivé. On l'a vu énormément en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Et le risque, et c'est ça qu'ont voulu pointer du doigt les magistrats de Marseille, le risque, c'est que ces gens deviennent suffisamment puissants, suffisamment riches pour influer sur le cours des enquêtes. C'est-à-dire menacer les policiers, menacer les magistrats, menacer les greffiers, voire les corrompre, voire les menacer et les corrompre. Et ça, c'est une caractéristique des pays qui sont dominés par la criminalité organisée. C'est pour ça que si vous voulez lutter contre le trafic de drogue, il faut lutter à tous les étages, naturellement, et en ce sens, les opérations Place Nette sont intéressantes. Il faut lutter contre les consommateurs, il faut lutter contre les petits dealers, mais finalement, tout ça ne sert pas à grand-chose, et le risque numéro 1, c'est la criminalité organisée qui s'implante avec des moyens qui sont extrêmement importants, et vous avez donc des énormes dealers qui peuvent payer des tueurs à gages, qui peuvent corrompre, l'argent n'a plus d'importance, qui peuvent corrompre des gens, et là, nous tombons dans un système de mafia qui peut remettre en cause parfaitement notre système démocratique ou républicain. Et donc c'est la mère des batailles. Et donc c'est la mère des batailles, et donc je suis un peu inquiet parce que ces opérations Place Nette me paraît être une bonne idée, mais d'un autre côté, on assiste, avec une réforme de la police nationale, à une forme de démantèlement de la police judiciaire. Or, seuls les gens de la police judiciaire sont capables de lutter contre la criminalité organisée. Il faut des équipes spécialisées, il faut des équipes qui passent beaucoup de temps, plusieurs mois, plusieurs années, pour faire tomber les vrais boss, les vraies têtes de ces trafics, et c'est une nécessité pour une république et une démocratie. On l'entend évidemment avec la fermeté qui est la vôtre. Merci Frédéric Pechnard, c'était votre grande interview. Merci. Je vous dis à bientôt.